Ok, donc nous allons commencer la session d'aujourd'hui et nous allons principalement voir les routes statiques et nous allons voir le dépannage, donc le troubleshoot de tout ce qui est route statique. Et nous allons, je pense aussi, voir l'aspect du routing in the LAN. C'est ce que nous avons déjà vu ceci au travers de Lab. Ce sera un peu pour rappeler un peu le contexte. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec l'aspect, avec les éléments, les premiers éléments. Donc, IPv4 routing process, c'est ce que nous avons fait hier. Les étapes de la transmission du paquet. Lorsque, par exemple, c'est un PC qui communique, comment est-ce que le PC va entamer le processus si la connaissance de l'adresse IP de destination, il envoie le paquet directement. S'il n'en a pas, il utilise ARP pour découvrir le MAC. Ouais. Il faut que je sois précis. Donc, nous avons vu hier deux cas. Le cas où le PC veut envoyer le frame à un équipement qui est dans le même segment, qui est dans le même réseau local. Et dans ce cas, il y a deux possibilités. La première possibilité, s'il a déjà une entrée ARP dans sa table ARP, si l'équipement a déjà une entrée ARP, il va créer le frame directement et l'envoyer à l'équipement de destination. S'il n'a pas une entrée ARP, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le protocole ARP pour résoudre, pour trouver l'adresse physique de l'équipement de destination et ensuite créer le frame, envoyer le frame. La deuxième possibilité, c'est là où nous avons le deuxième cas, c'est là où le paquet doit partir en dehors du réseau local. Et lorsque le paquet doit partir en dehors du réseau local, nous savons aussi que qu'il faut envoyer le paquet à la passerelle par défaut, donc le routeur. Et donc là aussi, tout dépend. Si le PC a déjà la connaissance de l'adresse physique de l'interface du routeur, il envoie le paquet directement. S'il n'a pas connaissance de cette adresse physique, il utilise ARP pour découvrir l'adresse physique de l'interface du routeur. Donc ça, c'est principalement le IPv4 routing process. Et nous avons aussi vu le AMD, le processus. C'est un calcul mathématique qui permet à l'équipement de savoir, de déterminer si le réseau de destination est un réseau local ou un réseau lointain. Nous avons vu les étapes, les 5 étapes. La première étape, par exemple pour le routeur, décider s'il doit exécuter le frame ou pas. Il déencapsule le IP packet, il choisit où envoyer le packet, il encapsule le packet et il transmet le frame. Donc, ces éléments, si on revient ici, si nous revenons sur cette topologie, premier cas, un paquet va dans le LAN. Ok, un paquet est destiné dans le réseau local. Donc, le PC3 transmet au PC4. Ça, c'est un paquet qui est destiné de mettre dans le même LAN. Paquet dans le même LAN. Dans le même LAN
Premier cas, nous pouvons dire que le PC a déjà l'adresse physique. Ok. S'il a déjà l'adresse physique, il envoie le paquet directement. S'il n'a pas l'adresse physique, deuxième cas, il envoie à la passerelle par défaut. Deuxième possibilité, deuxième cas de figure, c'est lorsque le paquet doit être envoyé à la passerelle par défaut. Paquet à envoyer dans un réseau différent. À partir de ce moment, le PC doit l'envoyer au routeur. Maintenant, le routeur, lorsqu'il décide où envoyer le frame, c'est très important parce que, en regardant cette topologie, par exemple, si le routeur 4 ici reçoit un paquet qui est destiné à ce sous-réseau, il doit l'envoyer au travers de l'interface Ethernet 03 et le frame qu'il va construire va contenir l'adresse physique de l'interface Ethernet 03. Donc ça c'est un élément de ces étapes. Choose where to forward the packet. Encapsuler le paquet dans un nouveau frame, transmettre le frame. Ça, ce sont les étapes. Nous avons vu tout cela hier. Configuring IP addresses and connected routes. Ça, nous avons déjà vu. Et aujourd'hui, nous allons... Le ARP table, nous connaissons, nous avons déjà parlé du ARP table. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur... Nous allons principalement commencer par la configuration des routes statiques. Ça aussi, on a déjà vu, mais nous voulons juste un peu voir les 4 types de routes statiques. Parce qu'il y en a 4. Les routes statiques pour les réseaux. Donc, je vais faire ceci. Je vais prendre note ici, là. Les types de routes statiques. Les routes network routes statique network route. Deuxième type de route, je pense que statique host route. Troisième, je pense, statique floating route. Et quatrième, default route. Alors, nous allons analyser ces 4 types de routes. Excusez, je vais augmenter la taille. Là. Ok. Donc là, nous avons les 4 types de routes. Type de route statique. La première catégorie, c'est la route statique qui concerne un sous-réseau. Alors, ça nous le savons déjà que du point de vue du réseau TCP/IP, ça c'est un sous-réseau. 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 Et enfin, nous avons un sous-réseau ici. Donc, si vous voulez que tous les équipements puissent communiquer, il faut que les routeurs aient connaissance de tous les sous-réseaux. À quelques exceptions près, lui, il peut ne pas avoir connaissance. Les paquets pourront peut-être passer par ici. Là. Okay?
Mais la raison pour laquelle nous voulons avoir deux connexions qui fonctionnent, c'est pour avoir une connexion principale et une connexion secondaire. Donc ça, ce sont des sous-réseaux. Donc lorsqu'on parle des static routes, des routes statiques qui portent sur des sous-réseaux, ce sont des routes statiques qui pointent, qui éduquent les routeurs comment envoyer les paquets à des sous-réseaux. Ok? On va dire, on envoie les paquets au sous-réseau qui est ici. Comment? Pour faciliter notre étude d'aujourd'hui, nous n'allons pas faire la configuration statique sur toute cette topologie. Ce n'est pas quelque chose de difficile, mais nous n'allons pas passer tout le temps à le faire. Nous allons configurer les routes statiques, les network routes statiques ici. Ok. Et ici, nous allons configurer OSPF. C'est simplement pour faciliter, pour que nous soyons un peu plus vite, plus rapide. Et en configurant ici, ça va nous permettre de voir comment configurer le static network route et le static host route. Le static host route, je pense... Ok. Ça va aussi nous permettre, parce que c'est aussi un élément, il faut préciser que les protocoles de routage, les routes statiques, ce sont des sources d'information pour les routeurs. Sources d'information. Qu'est-ce que cela veut dire? Un routeur peut avoir connaissance d'un sous-réseau au travers de plusieurs protocoles. Il peut avoir connaissance du même sous-réseau au travers de OSPF, au travers de EIGRP et au travers d'une route statique. Ce sont des sources d'information. Ce qui va faire de telle sorte qu'il y ait une route qui soit préférée, qui soit visible dans la table de routage, c'est ce qu'on appelle par l'administrative distance. Distance administrative. Parce que chaque protocole a une valeur. Okay? La route statique, je pense que c'est 1. OSPF, c'est 110. Et EIGRP, c'est 90. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Si un routeur a connaissance, par exemple, de ce sous-réseau au travers de ces trois sources d'information, il va préférer le statique. Pourquoi? Parce que le statique a une valeur administrative inférieure. On va dire, ok, EIGRP me dit qu'il peut atteindre ce sous-réseau. OSPF me dit qu'il peut atteindre ce sous-réseau. J'ai également une route statique. Quelqu'un a configuré une route statique. Maintenant, on dit que vu ce qui est configuré par l'administrateur, on préfère, si on fait confiance. Alors voilà pourquoi le routeur va préférer la route statique. Mais c'est, en fait, ça dépend. C'est par rapport à la valeur, ce qu'on appelle administrative distance, je pense. La valeur administrative de la route. Donc, il va choisir la route statique. Si la route statique n'existait pas, le deuxième choix, c'est EIGRP. Parce que EIGRP, sa valeur administrative, c'est 90. Donc, c'est aussi pour préciser que, ok, on peut avoir aussi plusieurs sources d'informations pour ne pas avoir l'idée qu'on ne peut qu'avoir des routes statiques d'un côté du réseau, quelque chose comme ça. On peut avoir plusieurs sources d'informations. Le routeur va simplement sélectionner la source d'information qui a une valeur administrative. Maintenant, ces valeurs administratives aussi sont des valeurs par défaut parce que lorsqu'on va voir le floating static route, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie
la valeur administrative de la route statique. On ne donne plus 1, mais on modifie ça pour que ça soit moins préféré. Okay. Donc, je pense que ces choses, parfois, c'est mieux de le faire d'un point de vue de pratique. Donc, nous allons rapidement déployer notre réseau. Je n'ai pas encore configuré. Nous allons simplement mettre des adresses IP et puis nous allons avancer. Donc, nous allons rapidement configurer. Je vais juste compléter les autres sous-réseaux. Ici, nous avons le son. Et ici, on va mettre, on va voir ce qu'on va mettre. Ok. En ce que je vais faire, je vais saisir, je vais faire un petit mop ETH 00, on va mettre no chat, puis on va mettre IP address, on va mettre par exemple 100.101 255.255.0. Ici, lorsque nous avons des barres 30, il y a combien d'adresses IP utilisables dans ce masque? Puisque nous avons dit que nous allons faire le subnetting progressivement. Il y a combien d'adresses IP utilisables lorsque nous avons ce masque barre 30? Ça doit être 2, non? Oui. Il y a effectivement 2 adresses IP utilisables. 2 adresses IP utilisables. Donc, pour nous remettre également dans le contexte du subnetting, pourquoi est-ce qu'il y a 2 adresses IP utilisables? On va écrire l'adresse IP 100.100.100. En fait, le sous-réseau, c'est le 30. Lorsque nous avons 30, ça c'est la notation préfixe, ok? Lorsque vous avez une telle notation, en décimale, c'est 255, 255. Ok, faisons ceci. Si vous prenez le tableau, souvenez-vous, le masque a 4 octets. Le masque a 4 octets. Donc, lorsque vous avez barre 30, vous partez de la gauche vers la droite. Parce que les masques, les bits activés, c'est toujours à partir de la gauche en allant vers la droite. C'est à la droite où nous avons des bits qui ne sont pas activés. Donc, les bits réservés pour les utilisateurs, les hosts. Il faut se rappeler aussi de la structure d'une adresse IP. Nous avons la partie network et la partie host. Donc, lorsque vous avez un bar 30 comme ça, ça veut dire qu'il y a 30 bits activés, simplement. Mais ce que vous pouvez faire, 30 bits activés, ça vous donne pour le premier octet du masque, je vais faire ceci, premier octet du masque, nous avons 8 bits, ça veut dire que les 8 bits sont actifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'il y en a un peu plus. C'est ça. Et le deuxième octet, c'est la même chose. Les 8 bits sont activés. Excusez, je dois mettre deuxième. Pour le troisième octet, les 8 bits du masque sont également activés.
c'est le troisième octet. Et pour le quatrième octet, vous voyez que vous allez simplement faire 8 plus 8 plus 8, ça fait déjà 24. Pour faire 30, il manque combien? 6. Ici, vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'il y a les deux derniers bits qui ne sont pas activés. Donc, lorsque vous comptez les 1 qui sont turned on, ça nous donne 30. Si vous faites la conversion du binaire, parce que là nous avons le binaire, du binaire au décimal, ça va vous donner également 255. Ça nous le savons, c'est facile. 255. Lorsque tous les bits de l'octet sont activés, c'est 255. Là où ça peut donner lieu à la réflexion, c'est ce octet. Et pour le faire, souvenez-vous, vous avez le tableau 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Donc ça, ce sont les valeurs de ces bits. Donc, pour remettre dans le contexte, ça veut dire que le premier bit est là, le deuxième bit est là, le troisième bit est là, le quatrième bit est là, le cinquième bit est là, le sixième bit est là, et nous avons le septième bit et le huitième bit qui ne sont pas activés sur cet octet. Ce qui veut dire que lorsque vous faites l'addition de ces valeurs, 128, je suis faible en mathématiques, je vais faire recours à une calculatrice. Si nous prenons une calculatrice, 252, merci. Donc ça nous donne 252 égale à les bits activés font, je vais mettre ça ici, les bits activés ça donne 252 et c'est ce que nous avons ici, 252. Donc ça c'est le masque. Maintenant les deux bits qui ne sont pas activés, ce sont les bits qui sont réservés pour les utilisateurs. Et si vous partez dans le tableau, nous allons partir dans le manuel. Si vous partez dans le manuel, à la fin, il y a un tableau où tout cela est, où nous avons les bits, un tableau des bits, des conversions. Si je vais retrouver ça. Et il est très important de faire les exercices qui sont dans le manuel. Il y a des exercices sur le subnetting. Parce que le subnetting a plusieurs facettes. Nous allons voir ça, je pense, lors de la prochaine session. J'ai besoin juste d'un peu de temps pour préparer quelques documents. Okay. Nous allons chercher ça ici. Appendixes. C'est ici, je pense. Ok. Là, c'est hexadécimal. Okay. Donc, lorsque nous avons deux ça nous fait 4. Ok. Alors, vu que nous avons deux bits ici qui ne sont pas activés, ce sont les bits des hosts, 2 puissance de 2, ça nous donne 4. Ok. Parce que nous avons deux bits qui ne sont pas activés. Ça nous donne 4. Donc, ce sont les bits des utilisateurs. Pour les 4 bits, nous avons
En fait, ça nous donne 4 adresses. Et pour les 4 adresses, nous avons une adresse IP. Pour chaque sous-réseau, souvenez-vous, pour chaque sous-réseau que vous avez, chaque sous-réseau, vous allez avoir des éléments qui sont spécifiques. Vous avez adresse de sous-réseau. Ok, c'est la première adresse du subnet. Elle ne peut pas être attribuée parce que c'est comme le code postal, c'est l'adresse qui identifie tous les équipements qui sont dans le subnet. On n'attribue pas cette adresse. Et nous avons la première adresse IP utilisable. Première adresse IP utilisable. Ensuite, nous avons la dernière adresse IP utilisable. Et nous avons également l'adresse de diffusion. En d'autres termes, le broadcast address. C'est la dernière adresse IP du subnet. IP du subnet. Donc, ça, ce sont les éléments que nous avons. Ici, ça identifie le subnet. Ici, c'est la première adresse IP utilisable. Utilisable, lorsqu'on dit utilisable, ça veut dire que c'est une adresse IP qui peut être attribuée. Et donc, pour ces éléments, prenez le temps, ça demande vraiment de faire la pratique. L'avantage aujourd'hui est que sur Google, si vous tapez Subnet Practice, ça va vous montrer beaucoup d'applications qui peuvent vous permettre de faire des exercices sans avoir à recopier. C'est-à-dire, vous allez commencer juste à vous lisez les exigences de l'exercice et puis vous donnez la réponse. Donc les secrets, c'est aussi la conversion du décimal au binaire, du binaire au décimal, parce que tout va de là, et puis après comprendre aussi les positions des bits. Ça, c'est pour nous mettre dans le contexte du subnetting. Nous étions en train de commencer avec la configuration. Donc, pour ici, le masque, effectivement, sera le 252. Et lorsque vous utilisez le 1, maintenant, si je donne un exemple, s'il fallait faire un subnetting, merci. Juste pour ajouter ici, donc ici nous avons les bits activés représentent le network part. Et nous avons le host part. Maintenant, faire le subnetting, ça se résume simplement à prendre les bits qui sont réservés pour les hosts et les créer des networks avec ces bits. Ça, c'est ce à quoi ça va ressembler. Mais normalement, si on vous demande, par exemple, on vous donne un bloc de 192.168.1.0/24, on vous demande de le subdiviser. Il y a des exercices qui vont vous demander, par exemple, ça c'est une adresse IP de quelle classe? Est-ce que c'est la classe A, B ou C? Et la détermination des classes A, B ou C dépend ça dépend principalement de ce qu'il y a sur le premier octet. Donc, je pense que c'est de 1 à 127
c'est la classe A, et de 128 à 172, jusqu'à 191, c'est la classe B, et de 192 jusqu'à 255, non pas jusqu'à 255, 192, je dois vérifier, ça s'arrête quelque part, c'est la classe C. Classe C. Donc pour cela, lorsque vous regardez sur le premier octet, tout ce qui est entre une fourchette donnée, allons repartir là-bas rapidement. Ok, donc, pour les réseaux, bon, ça c'est les réseaux privés. Ok, je pense que c'est là. Ok, donc de 0 à 127, c'est la classe A. De 128 à 191, c'est la classe B. De 192 à 223, c'est la classe C. Donc ça, c'est pour les classes publiques. Maintenant, les classes privées, ce qu'ils ont fait, c'est que dans chaque classe publique, ils ont pris un réseau et ils ont dédié en fait, ils ont pris une fourchette de réseau qu'ils ont dédié comme adresse privée. Et donc pour la classe A, l'adresse privée de la classe A, nous allons repartir là où nous étions. Donc pour la classe A par exemple, c'est le 10.0.0.0. Ça c'est pour le réseau privé. Et nous avons également le 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.00. Ça c'est la classe B privée. Et nous avons aussi la classe C. La classe C, 192.168.0.0 jusqu'à 192.168, je pense que 255, excusez. Donc ça c'est la classe C privée. Lorsqu'on fait le subnetting, on peut vous demander par exemple, on vous met une adresse IP, on dit cette adresse IP fait partie de quelle classe? Ce sont des exercices comme ça. Et s'il faut subdiviser, par exemple, ça c'est un réseau de la classe C. Et il y a des masques par défaut de chaque classe. Bon, pour ne pas partir trop dans les détails, nous allons revenir prochainement. Nous allons résumer les éléments pour que cela soit simple. Donc, nous allons configurer ce réseau rapidement pour voir les routes statiques et avancer. Bon, je vais fermer ceci.
Donc, sur ce segment, ici, je vais ajouter config T. Nous allons configurer ce segment. Et je pense que routeur 2, nous allons faire la même chose. Ici, là, nous allons mettre le on va mettre le 100 1 1 0 barre 30. On va modifier 1 1 2. Non, ça c'est le 0 1. Et 0,1 côté routeur 4, j'ai mis le 1,2. Et je pense que côté routeur 2, je vais mettre ceci. Ici le 0,1. Okay. Donc là, nous avons fini avec cette partie, avec les adresses IP. Nous allons venir de ce côté. Pour le routeur 1, c'est le 0,1 et c'est le 200, 200, 200.1. Prendre ceci, le routeur 1. Et ici, nous allons mettre directement IP OSPF. IP OSPF 1, area 0. Je peux reprendre ça. Du côté du routeur 3, ce sera le 2. Et là, nous allons mettre duplicate. Nous allons mettre le 200. Par exemple. Et c'est le ETH00. Je vais prendre ceci. Je vais mettre du côté du routeur 3. ETH00. Et du côté du routeur 4, nous allons mettre le 2. On revient ici, c'est le ETH00. Et nous allons maintenant configurer ces interfaces. Donc, le routeur 4 vers le routeur 5, c'est le ETH02. Mettre ETH02. Et là, nous pouvons mettre pour mettre 105 pour dire que ça va vers le routeur 5. En tout cas, vous êtes libre lorsque vous faites des labs de configurer les adresses IP que vous voulez, aussi longtemps que ça permette à vos équipements de communiquer. Donc, du côté du routeur 4, nous allons prendre ceci. Et du côté du routeur 5, nous allons mettre le 1. Je vais venir ici.
Et pour ce segment, nous allons mettre le 106. Parce que ça va vers le routeur 6. On va mettre 106. Le 1 pourra partir au routeur 6. Et c'est le G0, Ethernet 03. Donc, il faut modifier ici. Je vais prendre ceci. Du côté du routeur 3, ce sera le 2. Prendre ceci. Routeur 4 plutôt. J'espère que je n'ai pas... Ok, je pense que tout va bien. Ok. Donc là, nous avons configuré OSPF sur ces connexions. Donc, du routeur 1 au routeur 5, au routeur 6, nous avons mis nous avons mis OSPF. Si nous revenons au niveau du routeur 1, faire une validation, show IP interface brief. Il a deux interfaces avec des adresses IP. Show IP route. La validation que vous faites, par exemple, que nous voyons déjà que le réseau 105 qui est ici, le routeur 1 a connaissance de ce réseau. Et je disais que OSPF, sa valeur administrative, c'est 110, c'est ce que nous voyons ici. Donc c'est via, lorsque vous avez un subnet, ça nous dit, il y a un subnet, ok, et nous avons connaissance de ce subnet au travers de 200.200.2. Donc en d'autres termes, le routeur 1 a connaissance de ce subnet au travers de cette interface, au travers de cette routeur. Ce sera le cas d'ailleurs pour toutes les routes parce que c'est au travers de ce routeur qu'il a connaissance de toutes les routes, tous les subnets de OSPF. Donc le 105, ce segment, 106, ce segment, et le 100 et le 201.1, ce segment. Pour le 200.200, il n'a pas connaissance de ce subnet au travers de OSPF simplement parce que c'est connecté, ok? Et nous avons vu que connected parce qu'il y a une adresse IP qui est configurée sur l'interface du routeur. Donc, ici, via, c'est le neighbor au travers duquel on a connaissance de ce segment, de ce subnet. La durée, pendant combien de temps est-ce que j'ai eu connaissance de ce subnet, et l'interface. Donc, ça c'est un peu des éléments très simples. Maintenant, si nous partons par exemple dans le routeur 5, nous y configurons un loopback. Je vais effacer ceci. Pour partir, on me dit loopback 1. On va mettre, puisque c'est le routeur 5, on met 5. On met 255. Au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre que les loopbacks, ce sont des adresses IP virtuelles qui sont très utiles pour les protocoles. C'est bien de les utiliser lorsqu'on veut atteindre un équipement par exemple, pour avoir les services de DHCP. Au lieu de mettre une adresse IP physique, c'est mieux de mettre un loopback parce que aussi longtemps que le loopback est accessible, les équipements pourront accéder aux ressources aux ressources qui sont publiées au travers de cette adresse IP. On va avancer avec ça.
découvrir au fur et à mesure. Donc si je prends, je mets ce loopback dans le routeur 5, je reviens au niveau du routeur 1, show IP route. Il n'a pas encore connaissance, ok, parce que ça aussi c'est l'aspect de la convergence. Ça prend un peu de temps. Dès qu'il y a un nouvel élément, je pense, c'est ce qu'on dit, il doit avoir un temps où les routeurs, le routeur 5 va informer le routeur 4, le routeur 4 va informer le routeur 6, le routeur 4 va informer le routeur 3, le routeur 3 va informer le routeur 1. Donc, ce sont des messages qui se propagent. Donc si nous vérifions maintenant sur IP route, vous voyez que nous avons maintenant le loopback que nous venons de mettre. On nous dit, par exemple ça, c'est 110 et si nous voyons que c'est 31. Les autres éléments sont pratiquement identiques, c'est toujours via 200, 200, 202 et la durée. Depuis quand est-ce que ce préfixe est dans le routing table. Si nous mettons un loopback au niveau du routeur 6, ce sera pratiquement la même chose. Ok, donc ça c'était pour faire de telle sorte que notre réseau soit wanted to bring alive our network. Pour cette partie, je pense que ce que je vais faire, si nous configurons des routes statiques, ça fera un peu du travail, mais pas un grand travail. Ok, donc ici nous pouvons mettre OSPF également. Nous allons mettre OSPF ici également. Donc entre le 2 et le 4. Et c'est l'interface Ethernet 01. À partir de fais Ethernet 01. Ok. IP OSPF 1 area 0. Du côté du routeur 4. Ethernet 01 IP OSPF 1 area 0. Donc ce routeur aura également les préfixes OSPF. Ce qui va manquer, c'est cette partie. Cette partie, nous allons dire OK, nous allons configurer une route statique. Okay? Une route statique. Sur ce segment. Maintenant, s'il faut configurer une route network, nous avons déjà beaucoup fait la pratique des static network routes. Ce sont les routes statiques qui ont cette forme. La structure, plutôt. Je vais me débarrasser de tout ceci. Donc, pour les routes statiques qui pointent vers des sous-réseaux, excusez, il y en a deux types. La première option, c'est d'utiliser l'interface de sortie. Donc, si on voulait configurer, par exemple, une route statique ici, éduquer le routeur 1, d'avoir la possibilité d'envoyer les paquets au travers du routeur 2, parce que tel que notre topologie est structurée pour l'instant, le routeur 1 peut communiquer avec le reste du réseau, ok? Mais il le fait seulement au travers du routeur 3. Il n'a pas la possibilité de communiquer avec le reste. Il n'aura pas la possibilité de communiquer avec le reste du réseau au travers du routeur 2. Donc, finalisons avec les adresses IP et puis on va faire un testing. On va shut down ici et puis on va voir ce qui va se passer pour avancer. Donc, si nous venons au routeur 1, c'est le ETH02 qui fait face au LAN.
configure un terminal interface ETH02, nos shutdown, IP address, nous allons donner ici, c'est le 172.16.1.1.255.255.0. Et même pour les sous-réseaux qui font face aux réseaux locaux, il faut les publier dans OSPF, ok? Sinon, les autres routeurs n'auront pas connaissance de ce sous-réseau qui est ici, là, que nous avons mis ici. Duplicate. « 172.16.1.0 ». Donc, excusez, si nous ne mettons pas, si nous ne publions pas ce sous-réseau dans OSPF, les autres routeurs n'auront pas connaissance de ce sous-réseau. Donc, il faut aussi faire, avant de le faire partant dans le routeur 5 par exemple, show IP route. Le routeur 5 n'a pas encore connaissance d'un préfixe d'un sous-réseau 172.16.1.0. Si nous revenons ici, nous disons OK, IP OSPF1 area 0 et nous revenons au routeur 5, donnant le temps que OSPF se converge, show IP route. Vous voyez que nous avons maintenant le routeur 5. Avant, on n'avait pas connaissance du 172, mais là, a maintenant connaissance du subnet du sous-réseau 172. Donc, si nous venons maintenant dans ce PC, nous allons y mettre une adresse IP. On va mettre IP 172.16.1 10 barre 24 et ça passerait par défaut 172.16.1.1. Pour l'instant, les PC qui sont connectés au routeur 5 ne pourront pas communiquer parce que nous n'avons pas encore configuré ici. Nous partons dans le routeur 5, configure terminal interface ETH, là-bas c'est 00, no shutdown et le subnet, c'est le 192.16, 168 plutôt, 1, 1, 255.255.0. La même raison, pour la même raison, si nous venons ici du show IP route, le routeur 1 n'a pas encore connaissance de ce préfixe, simplement parce que cette interface a une adresse IP, mais nous n'avons pas encore publié ce subnet dans OSPF. Donc, nous allons repartir, nous allons mettre IP OSPF1 area 0. À partir de ce moment, si nous revenons ici, bien sûr en attendant quelques secondes, le temps que OSPF puisse converger du show IP route, il a maintenant connaissance de ce sous-réseau. A maintenant connaissance de ce sous-réseau. À partir de ce moment, si nous venons ici au PC3, par exemple, nous y configurons l'adresse IP 192.168.1.30, 255.255. Oh, manque le masque. C'était le masque que j'étais en train de mettre. 192. La passerelle par défaut plutôt. 1, 1. À partir de ce moment, le PC1 pourra communiquer. Le PC1 pourra faire ping 192.168.1.30. Ils peuvent communiquer parce que les routeurs ont connaissance de tout ce qu'il y a entre ces routeurs et aussi dans les réseaux locaux. Donc, pour qu'il y ait le routage IP effectif, le réseau doit être bien convergé. Maintenant, le PC1 peut communiquer avec le PC3. Il peut communiquer simplement parce qu'il a une route. Il y a une route ici. Là. Et si nous venons même au niveau du
du routeur 1, si nous faisons trace route 192.168.1.30, okay, nous voyons que les paquets sont envoyés au 200.200.1, 200.200.202, donc cette adresse IP, et ainsi de suite, ça passe ici. Donc, ça c'est pour l'instant. Mais si cette interface a des problèmes, le PC1 ne pourra plus communiquer. Le PC1 ne pourra plus communiquer. Maintenant, la possibilité que nous avons ici, c'est de dire ceci. C'est de venir, je vais effacer, c'est d'ajouter une route. Nous allons d'abord configurer une route qui pointe simplement vers le réseau 192.168.1.0. Nous avons deux possibilités. La structure de la commande est simple, 192.168.1.0, et le masque c'est le même. Nous pouvons le faire en utilisant l'interface de sortie ETH00, ou encore en envoyant les paquets à l'adresse IP qui est ici là. Et nous allons vérifier cette adresse IP au niveau du routeur 2. Si nous faisons do show IP interface brief, c'est le 100.100.102. Nous allons mettre la deuxième option, c'est 100.100.102. Je préfère toujours cette option, donc je vais partir avec cette option. Je vais ajouter cette commande dans le routeur 1. Venir dans le routeur 1. Configure. L'adresse IP ensuite. Pardon? L'adresse IP. Ah, ok, merci. Merci d'avoir été attentif. Donc, je vais modifier également l'adresse de sous-réseau, le sous-réseau de destination. Je vais venir ici, je prends ceci, je vais passer dans le routeur 1, je vais ajouter. Est-ce que le PC1 peut maintenant envoyer les paquets au travers du routeur 2? Si ce routeur a maintenant connaissance, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'envoyer les paquets ici. Mais le routeur 2, bon, voilà, je pense que le routeur 2 pourra avoir connaissance de ce sous-réseau au travers de OSPF. C'est possible. On va voir, puisqu'il a OSPF là-bas. On va venir au niveau du routeur 2, do show IP route. Effectivement, il a connaissance du réseau 172, mais il a connaissance de ce réseau au travers de 101.1.2. Ok? Il a connaissance de ce sous-réseau au travers de cette interface. On va tester. Allons revenir au niveau du PC1. Au niveau du PC1, on va faire tracer. Tracer. 192.168.1.30. Bad command. Tray. Est-ce que ici c'est trace route? Help. Je vais mettre simplement help. Trace. Ok. C'est simplement trace, je pense. Trace. Trace. Remarquez que les paquets sont envoyés à la passerelle par défaut, et puis ils sont envoyés à l'adresse IP à 100.100.102. Ok, ça a marché. Ok, wonderful, it worked. C'est parti au 100.100.102. Les paquets sont venus ici. Ensuite, ils ont été envoyés ici. Ensuite, au 105.1.1.1, ici, là. Donc,
effectivement, le PC1 peut maintenant envoyer des paquets au travers de ce segment. Si nous revenons dans la table de routage du routeur 1, do show IP route, nous allons voir pour le réseau 192.168.1.0, nous allons faire rappeler ce qu'il y avait avant. Avant, le routeur 1 avait connaissance de ce subnet au travers de OSPF. Maintenant que nous avons mis, je vais effacer ceci. Maintenant que nous avons mis une route statique, il a connaissance de ce subnet au travers de quel type de route? Ouais, c'est au travers d'une route statique, effectivement. Donc, ça nous ramène à notre conversation, là, en fait, à ce que nous avons dit au début, que un routeur peut avoir connaissance d'un sous-réseau au travers de plusieurs sources d'informations. Ok? Nous laissons les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, il a connaissance du 192.168.1.0 au travers d'une route statique. Si nous partons dans le routeur 2, nous allons shut down cette interface. Interface, ETH 00. Nous mettons shut down. Donc, du coup, ce segment n'est plus disponible. Et nous allons repartir au routeur 1. Do show IP route. Il a une route statique. OK? Et il fait toujours référence à cette route statique. En fait, c'est le problème que le floating static route va résoudre. Floating static route. Parce que ceci n'est pas agréable. Si nous venons au PC1, est-ce que le PC1 peut toujours ping le PC30? Le PC3 plutôt ping, excusez. Il ne peut plus ping. Ok? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est vrai qu'ici, il y a OSPF. OSPF fonctionne correctement. Mais vu que nous avons une route statique entre qui pointe vers ce sous-réseau, la route statique est préférée. La route statique est préférée. Donc, du coup, lorsque le segment entre le routeur 1 et le routeur 2 n'est pas disponible, le routeur 1 va toujours chercher à envoyer les paquets au travers du routeur 2. Parce que cette route statique a une valeur administrative qui est meilleure par rapport à la route OSPF. C'est le 1. Et OSPF, c'est 110. Donc, le Static Network Route, c'est simple, nous venons de le voir, c'est simplement IP Route, le sous-réseau de destination, le masque, l'option d'utiliser l'interface de sortie, encore l'adresse IP du routeur voisin, le Next Hop. Nous allons voir le Static Floating Route pour résoudre ce problème. Le Static Floating Route, ce qu'il fait, nous allons partir dans le routeur 1. Nous allons effacer cette route statique parce qu'elle n'est pas agréable. Okay? En fait, elle ne joue pas, en fait, elle ne nous rend pas service parce que lorsque nous avons deux connexions, d'un point de vue pratique, ce que ceci veut dire, c'est quoi?
une société peut avoir deux connexions vers l'Internet. Un fournisseur d'accès à Internet leur donne l'Internet au travers de OSPF. Avec un autre fournisseur, ils préfèrent utiliser la route statique. Parce que c'est la route secondaire. Donc la route principale, c'est la route de OSPF. Donc aussi longtemps que OSPF va fonctionner, ils vont communiquer avec l'Internet au travers de la route qui va au travers de OSPF. Et si la route au travers de OSPF a des problèmes, supposons que ce routeur est down, ils veulent que les paquets soient automatiquement redirigés vers la connexion statique. Mais ils ne veulent pas que la route statique soit la route principale. Ok? Donc ils doivent dire, ok, tu es route statique, mais je ne te donne pas ta valeur administrative par défaut. Je ne te donne pas le 1. Je vais modifier ta valeur administrative. Nous allons d'abord activer cette connexion. Nous shutdown pour que tout soit normal. Et nous revenons au niveau du routeur 1. Nous enlevons cette route. Et nous allons reconfigurer la même route. Ok, je vais mettre un peu d'espace. Nous allons reconfigurer la même route. Si vous mettez le point d'interrogation, ça vous donne quelques options. Vous avez la première option que nous avons, c'est Distance Metric for this route. Donc vous pouvez, par défaut c'est 1, c'est ce que nous avons vu. Par défaut c'est 1. Nous pouvons venir ici modifier cela, dire ok, vu que OSPF a 110, nous allons lui donner par exemple 111 pour que cette route statique ne soit pas préférée à OSPF pendant que OSPF fonctionne. Donc cette route statique sera là, mais ne va pas transmettre les paquets aussi longtemps que OSPF sera opérationnel. La route de OSPF sera opérationnelle. Donc, vous pouvez donner à partir de 111, aussi longtemps que c'est au-delà, au-dessus de la valeur de OSPF. Donc, nous allons venir ici et nous allons dire, ok, je te donne 120. Ok. Je mets 120. Si je fais do show IP route, nous allons rappeler do show IP route. Je vais effacer. Si nous rappelons do show IP route, la route statique n'est plus là. Ok, la route statique est configurée mais n'est plus là. Donc, c'était comme nous avons dit. Le routeur a deux sources d'informations concernant ce sous-réseau. Deux sources d'informations. La première source, c'est maintenant OSPF. La deuxième source, c'est la route statique. On pouvait même avoir un protocole tel que EIGRP. Je donne l'exemple. Si on configurait EIGRP ici, là, ok, EIGRP va prendre le relais. EIGRP va prendre le relais. C'est possible. Possible de venir ici, de mettre aussi EIGRP sur cette même connexion. Bon, bref. Nous voyons que avec une route statique qui flotte, ok, floating static routes, flotte. Toi, tu vas flotter aussi longtemps que OSPF est opérationnel, tu ne vas pas transmettre les paquets. Donc là, tout est bon. Si nous repartons au niveau du PC1, nous allons encore faire le test. Le PC1, je pense que pourra maintenant communiquer avec le PC3. Et si on fait le trace, je pense qu'il est en train d'envoyer les paquets au travers du routeur 3. On va faire le trace tel que nous l'avions fait. Trace. Voilà. Il est en train d'envoyer au travers du routeur 3, ici, là. Maintenant, prenons l'exemple, okay, que cette connexion a des problèmes.
cette connexion. Que ce routeur a des problèmes, peu importe. Nous allons venir dans le routeur 3, c'est ETH01, interface ETH01, shutdown. Donc cette connexion n'est plus opérationnelle parce que c'est shutdown. Nous allons voir ce qui va se passer du point de vue du routage. Faisons do show IB route. Nous n'avons pas encore la route statique dans notre routing table. Do show IP OSPF. Ok. Là, le neighborship vient de tomber. Question, c'est ce que je voulais voir. Si la relation OSPF entre le routeur 1 et 3 était toujours app. S'il y avait toujours le neighborship. Donc, je peux, vu qu'on vient de nous signaler que c'est down, je vais maintenant vérifier encore la route. Remarquez que nous avons maintenant un problème. Toutes les routes que le routeur 1 connaissait au travers du routeur 3, donc les routes OSPF, n'existent plus. Mais le problème est que le routeur 1 ne peut pas atteindre le routeur le PC3 parce que il a connaissance de ce subnet, ok? Il a connaissance de ce subnet. Ok. Qui va me dire pourquoi est-ce qu'il ne peut pas atteindre le PC3? Il y a ce sous-réseau qui manque. Il y a ce sous-réseau qui manque. Donc, pour que notre floating static route fonctionne correctement, nous allons faire ceci. Nous allons ajouter ces sous-réseaux. Nous allons dire 105.1.1.0. Le masque de cette route, est-ce que c'est ce masque que nous allons utiliser? Souvenez-vous que lorsque nous avons configuré les adresses IP de ces segments, si nous repartons, ok, sur ces segments, nous avons utilisé quel masque? Le first bar 30. Donc, le masque, lorsque vous faites la route statique, ça doit aussi correspondre au masque du réseau que vous voulez atteindre. Donc, vu que c'est le bar 30, ici nous allons modifier, nous allons mettre 252. Ça, c'est un élément très important. La route statique, le masque que vous mettez doit correspondre au masque du sous-réseau que vous voulez atteindre. Donc, nous avons cette route qui envoie vers le segment entre le routeur 5 et le routeur 4. Nous allons ajouter une autre route pour atteindre le segment entre le routeur 2 et le routeur 4. Et là, ce sera le 100.1.1.0 également. 100. N'oublions pas de mettre le métrique, ok? Nous allons mettre 120. Si nous repartons dans le manuel, on va voir ce que Cisco dit à propos de tout ceci. C'est toujours bien de repartir à la source. Si nous revenons à ce niveau, configuring static route, default floating. Floating, c'est ce que nous sommes en train de voir, ok? Le backup est statique et le primary est OSPF. Si nous ajustons ici,
Next, consider the case in which a static route competes with other static routes or routes learned by a routing protocol. That is, the IPRoute command defines a route to a subnet. La commande IPRoute définit une route vers un sous-réseau. But the router also knows of other static or dynamically learned routes to reach that same subnet. C'est le problème que nous avons eu. Le routeur 1 a connaissance du sous-réseau 192.1 et 192.168.1.0 au travers de OSPF. C'est déjà une source d'information. Nous avons mis une route statique et nous n'avons pas modifié l'administrative distance, la valeur administrative, et la route statique était préférée. Nous avons modifié la route statique à maintenant une valeur est maintenant moins préférée que la route de OSPF. In these cases, the router must first decide which routing source d'information has the better administrative distance. Quelle est la source d'information qui a la valeur administrative meilleure? Meilleure ici, c'est en termes de ce qui est inférieur. Juste pour votre information, les routes connected, leur valeur administrative c'est 0. Les routes statiques c'est 1. Which lower being better. Donc, ce qui est inférieur est meilleur. And then use the route learned from the better source. To see how that works, consider, voilà, c'est l'exemple que nous avons donné. By default, iOS considers static routes better than OSPF learned routes. By default, iOS gives static routes an administrative distance of 1. Les routes statiques par défaut ont une valeur administrative de 1. And OSPF learned routes an administrative distance of 110. Using this default, we would use T1. Okay? Une autre raison qu'on donne, ça peut être la bande passante. D'un point de vue pratique, ce que cela veut dire, c'est ceci. Vous ne voulez pas payer trop d'argent pour la connexion à l'Internet, ok? Vous dites, ok, on a besoin d'une connexion principale avec Congo Télécom, c'est une fibre. On va payer, par exemple, 100 000. Et ils vont nous donner une bande passante peut-être de 100 MB par seconde. Maintenant, au cas où cette connexion a des problèmes, on veut avoir une route secondaire. Une route secondaire avec un autre fournisseur, mais on ne va pas payer beaucoup d'argent. On va seulement payer 30 000. On va payer la bande passante qui est moins chère. Et du coup, ce n'est que normal lorsque Congo Télécom lorsque CGT est opérationnel, vous allez vouloir passer par la connexion de Congo Télécom. Et si seulement la connexion de Congo Télécom a des problèmes, vous voudrez toujours communiquer avec l'Internet, mais avec la connexion qui a une bande passante inférieure. Donc, ça, c'est des cas, c'était pour voir ça d'un point de vue pratique. Okay. Donc, instead, prefer the OSPF routes. The configuration will need to change the administrative settings and use what many networkers call a floating static route. A floating static route floats or moves into and out of the IP routing table. J'aime la façon qu'il dit ça ici. La route statique vient, en fait, apparaît dans la table de routage ou disparaît de la table de routage dépendante de sa valeur administrative. Donc, a floating static routes or moves. Okay. A floating static route floats or moves into and out of the routing table depending on whether the better or lower administrative distance route learned by routing protocol happens to exist currently. Basically, the router ignores the static route during times when the better routing protocol
route is none. Donc, aussi longtemps que OSPF va fonctionner, nous avons une bonne bande passante avec ce fournisseur et OSPF est dynamique, nous allons préférer cette route. Bon, c'est pas parce que c'est dynamique, c'est plutôt parce qu'il y a une bande passante meilleure avec cette connexion. Donc, voilà un peu la théorie. Donc, si nous revenons ici, nous allons ajouter la raison pour laquelle nous ajoutons une valeur administrative à chaque route, c'est parce que si nous ne le faisons pas, lorsque nous allons réactiver OSPF, le routeur va préférer ces connexions parce que, par défaut, les routes statiques ont une valeur de 1. Donc, nous allons modifier la priorité de tout ceci. Nous allons mettre dans le routeur 1. Donc, ce que nous avons fait, nous allons maintenant ajouter une route et ici. Je ne sais pas si ces routeurs pourront envoyer les paquets. Nous allons voir. Honestly, let's go and see what's going to happen. Nous allons d'abord prévenir au routeur 1. Show IP route. Nous avons maintenant les routes statiques. Mais est-ce que le routeur 5 a connaissance de ce subnet? Je ne suis pas sûr parce que il avait connaissance de ce subnet. Le routeur 5 avait connaissance de ce subnet au travers de cette connexion. Mais cette connexion est down pour l'instant. Même le routeur 4 a le même problème. Le routeur 2 d'ailleurs. Donc nous allons vérifier la table de routage de ces routeurs. Du routeur 5. Du show IP route. 192. Effectivement, il n'a pas le 172. Le routeur 4, ce sera le même problème. Donc, ce que nous pouvons faire pour ne pas faire trop de configuration, nous savons qu'il y a OSPF ici. Nous avons aussi OSPF ici. Nous allons venir ici. Nous allons dans le routeur 2. Ok, vous n'êtes pas obligé de faire ces configurations, je pense. On va faire IP route 172 16 1 0 255 255 0. Le next hop c'est le 100 100 101 et là aussi nous donnons une valeur administrative inférieure à OSPF. Parce que lorsque OSPF fonctionne, ce routeur a connaissance de ce segment au travers de OSPF. Donc, nous modifions également. Donc, nous modifions cela, nous validons. Et si je viens dans ce routeur du show IP route, il peut maintenant envoyer les paquets là-bas, mais le routeur 5 pas encore. Le show IP route, le routeur 5 pas encore. Nous allons essayer quelque chose. Nous allons partir route OSPF 1. Nous allons mettre redistribute static subnet. Ok, nous mettons. Ce que nous allons faire, c'est simplement redistribuer une route statique dans OSPF. Et nous allons voir si le routeur 5 aura maintenant connaissance de ce segment, de ce subnet. Effectivement, le routeur 5 a maintenant connaissance de ce subnet. Parce que nous avons redistribué. Nous allons d'abord configurer une route statique ici. Ok. L'objectif était d'éviter, parce que si nous ne l'avions pas fait, il fallait configurer une route statique ici. Il fallait configurer une route statique ici. Et ça, c'est un lab. Dans un réseau réel, comment est-ce que vous allez faire si vous avez 100 routeurs ou 50 routeurs, des routes statiques dans chaque pour pointer vers un réseau spécifique? Non. Vous allez simplement, à partir du point où il y a la route statique,
le point le plus proche, vous mettez la route statique et puis vous redistribuez. Donc, nous allons voir si le PC 1 peut maintenant communiquer avec le PC 3. Ping. Il peut maintenant communiquer. Il peut maintenant communiquer. Et si nous faisons le trace, son paquet va vers le routeur 2. Et là, OSPF n'est pas opérationnel. Si nous revenons au niveau du routeur 3, nous allons mettre nos shutdown. Nos shutdown, OSPF va reprendre sa place. Juste pendant que ça converge, si nous revenons au niveau du routeur 5, nous avons redistribué une route statique. Ok, ouais, intéressant, ici il a modifié. Je croyais qu'il allait diffuser ça avec la valeur 120 que nous avons mis. Bon, bref, c'est pas grave. Nous allons revenir au niveau du PC1, voir la route qu'il va maintenant prendre. Trace. Il va maintenant vers le routeur 3, maintenant que OSPF est opérationnel. C'est un peu les subtilités du floating static route. Ça demande que vous maîtrisez ce que vous voulez faire, les objectifs que vous voulez atteindre. Donc, à partir de ce moment, si on fait un trace, je ne sais pas si on peut faire un trace continu avec les PC de GNS 872. Non, c'est le 100. Je rappelle la même commande et je vais essayer avec T. Ok. Si je mets help, trace. Oh, c'est ping avec T, je pense que je voulais faire. Ping avec T. Ok. Donc le ping sera continu. Pour l'instant, nous savons que ça passe par OSPF, même s'il y a des paquets que nous sommes en train de perdre, c'est pas grave. Ok. Nous savons que ça passe par OSPF. Si nous venons au niveau du PC 3, je pense, ouais, nous réappliquons le shutdown. C'est shutdown, nous revenons au PC 1. Il va perdre quelques paquets, la reconvergence. Ok. Et si tout fonctionne bien, normalement, il doit envoyer les paquets vers la route statique. Et le temps que, si vous constatez que ça traîne un peu, c'est parce que OSPF ne détruit pas la relation, le neighborship automatiquement. Il y a ce qu'on appelle les dead timers. Donc, il y a un temps qu'il faut attendre avant de considérer que le neighbor est down. Donc, effectivement, après, nous allons voir les timers OSPF. Donc, après avoir attendu un moment, le neighborship a été détruit. Je ne peux plus recevoir des informations de toi. Donc, je vais chercher une autre solution. Donc, ça, c'était l'aspect du floating static route. Donc, nous avons vu le network route, le floating route. Le host route, le principe est là, ok? De point de vue théorique, de toutes les façons, c'est pas un key topic, mais je voulais le voir un peu d'un point de vue pratique. Je vais vérifier. Maintenant, le default route, c'est simplement une route qui pointe. C'est ce qu'on appelle par un panier. On dit, ok. Lisons ce que Cisco dit. When a router tries to route a packet, the router might not match the packet's destination IP address with any route. When that happens, the router normally just discards the packet. C'est le principe. Lorsque le routeur n'a pas eu un réseau de destination spécifique, ok, par exemple le 192.168.2.0, si le routeur n'a pas connaissance de ce sous-réseau et qu'il reçoit un paquet qui est destiné au dit réseau, il va le discard, il va l'abandonner. Routers
can be configured so that they use either a statically configured or dynamically learned default route. Default route matches all packets. Donc, la caractéristique principale d'une route par défaut, c'est que elle match. Elle peut transporter tous les paquets. Ok? Elle peut transporter tous les paquets. So that if a packet does not match any other more specific route in the routing table, the router can at least forward the packet based on the default route. Donc la caractéristique du default route, c'est simplement que si je n'ai pas une route spécifique pour une destination, vers une destination, je vais envoyer au default route. Donc, si je reçois un paquet, supposons que, donnons l'exemple, ce routeur, le routeur 1 a connaissance du subnet 192.168.1.0, mais il n'a pas connaissance du subnet 192.168.2.0. S'il a un default route, donc, nous sommes dans le routeur 1. Dans sa table de routage, il a, par exemple, une route, disons OSPF, vers le 192.168.1.0/24 et le next hop. Mais il n'a pas une route vers le 192.168.2.0 et en même temps il a un default route, default route qui dit static 0 0 0 0 0 0.0.0.0 et ça va vers le next hop. Lorsque le routeur 1 va recevoir les paquets destinés à ce sous-réseau, il va les envoyer selon cette entrée qui est dans le routing table, dans la table de routage. Mais lorsqu'il va recevoir des paquets qui sont destinés à ce sous-réseau, il va les envoyer au default route. Parce qu'il n'a pas une route spécifique pour ce sous-réseau. Je n'ai pas une route spécifique pour le sous-réseau, j'envoie à la route par défaut. Le default route matches all the packets, donc tous les paquets. Si nous revenons ici, the default route matches all the packets so that if a packet does not match any other more specific route in the routing table, the router can at least forward the packet based on the default route. One classic example which companies might use static default routes in their enterprise TCP/IP networks is when the company has many remote sites. Each site is with a single relatively slow WAN connection. Each remote site has only one possible physical route to use to send packets to the rest of the network. Each remote site has only one possible physical. So rather than use a routing protocol which sends messages over the WAN and uses precious WAN bandwidth, each remote router might use a default route that sends all traffic to the central site. Donc, en se basant sur cet exemple, le default route, donc ça c'est un routeur entreprise. Il n'a qu'une seule connexion. Il n'a pas d'autre choix. Est-ce qu'il a d'autres choix? Tous les paquets, lui, doit les envoyer au travers de cette connexion. Donc, dans ce cas, effectivement, au lieu d'utiliser un protocole dynamique,
Et ce qu'ils disent ici, c'est que les protocoles dynamiques utilisent la bande passante. Ok? Les protocoles dynamiques, pourquoi est-ce que les protocoles dynamiques utilisent la bande passante? Donnons un exemple. Revenons ici, on va no chat cette connexion. Ok? On va no chat cette connexion et puis on va partir. Ok? On va faire debug. Debug IP OSPF. One, je ne sais pas s'il va tout faire. One. Events, ok, les événements de OSPF. Bon, là on a mis events, je ne sais pas s'il fallait mettre packet. On va mettre packet. Hello, ok, vous voyez. On va aussi debug les hello. Tous les messages que les protocoles de routage transmettent utilisent la connexion. Ok? Des deux côtés, on doit s'envoyer des messages. Pour garder la relation, il y a le hello. Ok? Souvenez-vous du hello de STP. Il y a aussi un concept similaire dans les protocoles de routage. Hello. Pour maintenir la relation, pour que nous puissions garder, je puisse valider que tu es toujours là, quand je t'envoie un message, un bonjour, tu dois accepter. Si tu ne réponds pas à mon bonjour, à mon hello, après 3 fois par exemple, si tu ne réponds pas pendant 3 fois, je considère que tu n'existes plus, je décide de faire autre chose. On sait, ces messages utilisent la bande passante parce que ça passe sur la connexion. Donc, lorsque vous êtes dans un réseau qui est isolé comme celui-ci, qui n'a qu'une seule sortie vers l'Internet, ce que vous faites, vous configurez une route par défaut qui va pointer vers le reste de l'Internet. Donc, par rapport à notre topologie, ça c'est le cas d'un stable. C'est vrai, nous avons OSPF ici, là. Je vais d'abord enlever tous les debugs. Je vais enlever les debugs. Packet. No. Events. No. Ok. Donc nous allons essayer d'appliquer la route statique ici parce que effectivement le routeur 6 n'a qu'une seule voie vers l'internet. Ok. Donc, il n'a pas de choix. Il ne peut envoyer les paquets que là-bas. Il ne peut envoyer les paquets que là-bas. Donc, ce que nous allons faire pour illustrer cela, c'est que nous avons fait pas mal de modifications. Mais bon, on va essayer de le faire rapidement. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons venir ici au routeur 6. Show. Ok, de toutes les façons, on va partir. Configure terminal. On va mettre interface ETH 03. On va mettre no IP OSPF 1 area 0. Nous allons faire la même chose du côté du routeur 4. Interface ETH 03. No IP OSPF 1 area 0. Ici, nous allons mettre une route qui va pointer vers le 192.168.2.0 IP route 192.168.2.0 et c'est vers le 0 255.255.255.255.0. Le next hop c'est le 100. Ici là c'est quelle adresse IP? To show IP interface brief. Ici là c'est le 111. Alors nous allons venir ici. Nous avons maintenant une route à partir du routeur 4 qui pointe ici là. Mais nous allons faire la même chose que nous avons fait ici. Nous allons redistribuer cette route statique dans cette route dans OSPF. Router OSPF 1
redistribute static subnet. Donc nous avons redistribué cette route, mais il faut maintenant que le routeur 6 ait une route statique qui va pointer vers le reste du monde, et cette route sera une route par défaut. Donc nous allons venir dans le routeur 6, nous allons faire exit IP route 000 et la passerelle par défaut c'est le 106.1.1.2. Je vais vérifier la route statique ici. Là. Ok. 101.1.1. Et ici là, lui, il envoie à tout le monde 106. Ok. Est-ce que je voulais vérifier? Oh, ici, c'est pas correct. J'ai mis 100 alors que ça devait être... C'est le doute que j'avais. Donc, je vais enlever cette route. Ça doit être le 106. No. Je vais rappeler la même route, modifier ici, là. 106. Ok, donc, nous avons maintenant une route par défaut qui pointe vers... dans ce sens. Je vais d'abord vérifier si j'ai des choses qui peuvent compliquer le testing. Déjà qu'il faut ajouter le statement sur cette interface IP OSPF. Non, nous n'utilisons pas OSPF. Ok. Donc, pour l'instant, nous n'utilisons pas OSPF. Donc, on peut carrément désactiver OSPF ici. Là, on va mettre no router pour effacer OSPF. Vous mettez no router OSPF et le numéro de processus. Donc, nous avons enlevé OSPF ici. Là. Donc, et ce que nous allons faire, nous allons vérifier au niveau du routeur 2 par exemple, do show. Okay, je vais rappeler la même commande. Ce routeur, okay, est-ce que le routeur 3, ok. Au niveau du routeur 2, nous avons connaissance de ce du 192.168.2, ok, c'est ce subnet qui est ici là, et c'est via statique que c'est redistribué. Donc si on peut faire un duping 192.168.2.50, donc le PC qui est là-bas. Apparemment le PC n'est pas content. Ah ok, on peut maintenant atteindre le PC. On peut atteindre le PC, donc à partir de ce routeur, on peut atteindre le PC 5. Et cela, le routeur 6 n'a qu'une route par défaut. Donc, si nous revenons dans le routeur 6, fait do show run et pipe include route. Ouais, donc nous n'avons qu'une route statique. Et c'est une route par défaut. Si nous revenons dans le manuel, c'est ce qu'on dit ici là. Une route statique. Ça peut pointer, ça peut passer par l'interface de sortie ou encore le next hop. Et la route statique, vous voyez, a un astérix. Donc si nous repartons dans le routeur 6, do show IP route, effectivement nous avons notre route par défaut avec un astérix. Candidate default. Voilà, donc ça c'était principalement les... Nous avons vu 3 types de routes. Nous avons vu le network, c'était une revision. Le floating, nous avons vu. Le default route, nous avons vu d'un point de vue pratique. Le static host route, nous avons vu d'un point de vue théorique. Ce n'est pas un key topic. On comprend le principe. On met l'adresse IP et le masque de 32 bits. Donc 255.255.255.255. La structure de la route est la même. Nous n'avons pas vu ça d'un point de vue pratique. Pour des raisons techniques, nous ne voulons pas perdre trop de temps sur ça. Maintenant, pour le troubleshoot,
Le temps qui nous reste, nous allons voir si on peut voir le troubleshoot. Le dépannage des routes statiques. Troubleshooting incorrect static routes that appear in the IP routing table. Les questions que vous devez vous poser. Lorsque vous faites un troubleshoot, il faut toujours se poser certaines questions. Par principe, on dit d'une façon générale, le troubleshoot nous met dans une situation où on doit se poser la question. Comment est-ce que le protocole fonctionne normalement? C'est la question qu'on doit se poser. À part ce qui est écrit ici, là, ok? Lorsque vous faites le troubleshoot, posez-vous toujours la question, comment est-ce que le protocole, ou bien comment est-ce que ce paramètre fonctionne? Lorsqu'il est normal, lorsqu'il est bien configuré, comment est-ce qu'il fonctionne? Posez-vous des questions. Hein? Des questions simples. Vous avez une adresse IP ici. Si vous n'avez pas d'adresse IP ici, est-ce que cette connexion va fonctionner du point de vue de la troisième couche? Non. Parce que les deux côtés doivent avoir une adresse IP. Oui, les deux côtés doivent avoir une adresse IP. Oui, mais est-ce que c'est n'importe quelle adresse IP? Non. On doit avoir des adresses IP qui sont dans le même sous-réseau. Ça, c'est des principes que vous devez valider. Lorsque je configure une route statique, quelle doit être la structure? À quoi est-ce que je dois pointer? Donc, vous devez valider ces principes de base. Les principes selon le fonctionnement normal du protocole. Donc, maintenant, si nous revenons sur les notes que nous avons ici. Ok. Les questions que vous devez vous poser lorsque vous faites le troubleshoot des routes statiques. Is there a subnetting MAC error in the subnet ID or mask? Cette question porte principalement sur ce que vous mettez. Ok? Je donne un exemple. Nous avons configuré l'adresse IP address 192.168.1.0 255.255.255.0. Si nous voulons configurer une route statique vers le subnet où est configurée cette adresse IP, nous devons considérer ce masque. Ok? Nous allons faire 192.168.1.0. Ok? Et le masque, on ne peut pas par exemple mettre 240. Si vous mettez 240, il y a un problème. Parce que le masque du subnet que vous voulez atteindre, c'est le 0. Donc le 255.255.255.0. Alors que le masque que vous mettez sur votre commande, c'est le 255.255.255.240. Donc là, déjà, il y a un problème. Donc, il y a un problème de mathématiques. Is the next hop IP address correct and referencing an IP address on the neighboring router? Alors, cette question porte simplement, lorsque nous avons configuré une route ici, j'avais fait une erreur, j'avais d'abord mis 100. Si je gardais le 100, 1, ok, IP route, next hop, 100.1.1, ça ne devait pas fonctionner parce que l'adresse IP qui est ici, c'est le 106.1.1.1. Donc, le next hop doit correspondre à l'adresse IP qui est configurée sur l'interface du routeur voisin. Does the next hop IP address identify the correct router? Est-ce que le next hop IP address identify the correct router? Ok. Est-ce que je veux envoyer les paquets au bon routeur? On donne un exemple. L'objectif ici est d'atteindre ce segment. Mais si nous mettons l'adresse IP de ce routeur, le 105, dans la commande, ok? C'est simple. Au lieu de mettre IP route 192.168.2.0 255.255.255.0 next hop, au lieu de mettre l'adresse IP de cette interface, vous mettez
l'adresse IP de cette interface, votre commande ne va pas bien fonctionner parce que vous êtes en train de dire qu'on voit les paquets ici alors que le réseau que vous voulez atteindre est ici là. Donc ça c'est aussi un problème. Is the outgoing interface correct? Si vous voulez utiliser l'option des routes statiques avec l'interface, ici ça c'est le ETH3. Si vous mettez le ETH0, vous causez un problème puisque l'interface ici c'est le ETH3. Donc ça ce sont les questions. Is the outgoing interface correct and referencing an interface on the local router that is the same router where the static route is configured? The static route does not appear in the IP routing table. Il y a des cas où la route statique n'apparaît pas dans la table de routage. For IP route commands that list an outgoing interface, that interface must be up. OK? Lorsque nous mettons IP route, ETH00, si nous partons interface dans le même routeur ETH00, nous mettons shutdown, cette route statique ne va plus figurer dans la table de routage du routeur. Simplement parce que cette interface est shutdown. Nous disons, OK, on voit les paquets ici, mais l'interface est shutdown. Ça ne va pas fonctionner. For IP route commands that list a next hop IP address, the local router must have a route to reach that next hop. Donc, nous devons avoir un moyen d'atteindre l'adresse IP du routeur voisin. On sait ce qui est ici. Et je vais analyser l'aspect du permanent. Et prochainement, nous allons voir forwarding with the longest prefix match. Et nous allons reviser le routage dans le lab. Nous avons déjà vu ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lab simple que je vais envoyer pour que nous puissions reviser cela rapidement prochainement. Et nous allons voir les routed ports, troubleshooting Ether channels. Ok, il y a pas mal de choses que nous allons faire prochainement avant de tomber sur OSPF.